Une citation. Je divise et multiplie la différence. Signé Monsieur Jacques Derrida. J'avais cité, j'avais mis en exergue. Aujourd'hui, ce matin, très tôt, toujours la même introduction. Eh bien, pas la fausse chose, c'est-à-dire pendant le montage de mon film, qui tourne autour des fragments d'Héraclite et la Grécité jusqu'à sous le joug ottoman. Donc, je n'ai pas encore publié. Finalement, à force de choses, je me suis amené le matin très tôt à ouvrir un bouquin de la poésie de Melih Andai que j'avais cité en parole la veille. Et j'avais réitéré une promesse comme quoi je devrais, comme gage, je devrais travailler, étudier profondément ce texte Melih Andai qui est intitulé En me réveillant de siesta. Alors il s'agissait, comme l'occasion, une citation d'un fragment de Héraclite concernant l'or, l'échanger comme unité de valeur. Mais avant d'être unité de valeur, c'est équivalent du feu, l'or. Et tout comme dans le commerce, tout s'échange avec les marchandises, avec les objets, et le feu s'échange avec toutes choses. Donc, je suis tombé sous ce texte. J'ai commencé à photographier d'une manière frénétique presque tous les paragraphes que j'avais mis des signes, et je me suis remarqué que j'avais déjà étudié très profondément le texte, et on avait fait un article abondant. C'est même le premier article que j'ai écrit en langue turque juste après avoir fini ma thèse de doctorat en français. Donc, en retour au pays, mon premier grand travail, c'était un article sur la poésie de Melih Andai, et qui, comme exergue, portait cette demi-phrase de Jacques Derrida: je divise et multiplie la différence. Je me demande si c'était je crois que c'était une commande qui est refusée à la fin, comme toujours. C'était une commande pour un livre collectif qui sera un peu une compilation des différentes théories critiques littéraires, et ma lot était la déconstruction comme méthode critique littéraire. Effectivement, au lieu de me contenter de décrire de l'extérieur comme méthode, que je suis absolument pas d'accord que la déconstruction soit la méthode, mais j'ai écrit tout dans cet article, et en disant que la meilleure façon de montrer
entre guillemets, cette méthode en travail, c'est en faire un exemple au moins de la déconstruction. Donc, j'analysais la poésie de Melistér Tandai, mon article intitulé, publié dans mon livre à l'absence de, à la place 2, Kıyabında Yayınlar, et bien avant de ce livre, dans une revue qu'on appelle Cahier, Defter. Mais jamais dans ce livre collectif projeté, et dont j'étais un objet de commande. Je suis allé chez lui, il s'agit de Mehmet Rifat, je crois, à Kuzguncuk. Il m'a reçu avec sa femme, on a bien mangé, on s'est échangé des paroles, mais il m'a demandé, comme c'est souvent le cas, comme l'éditeur, à titre d'éditeur, de changer quelques enlever ceci, supprimer cela, et surtout cette citation qui est suspecte. Je divisais, multiplie la différence ou le conflit. Bon, c'est-à-dire que nous étions dans l'année 1994, non, c'était, oui, 1995 plutôt. Et j'étais allé avec mon manuscrit qu'il avait déjà lu, et c'était une table de négociation. Donc c'était des années de terreur. Grand journaliste Uğur Mumcu était assassiné, et il y avait encore des événements sûrement de Kahramanmaraş, plein de choses sanglantes. Donc, toute division, toute multiplication de la différence était suspecte, et même Rifat compte quand même sémioticien qui n'a pas escaladé les étages de l'académie par son propre volonté. Il est resté lecteur je crois, de l'université de Bosphore, etc. Donc, j'ai insisté que ça va rester en tant que tel, et par la ferveur des événements, et j'avais même ajouté une note que ultérieurement, moi-même, je me suis résolu de le supprimer. C'était exactement ça. C'était une note en bas de page, un peu hors-texte, parce que j'avais lu un décret tribunal actuel de nos tribunes en ce qui concerne statut de la langue kurde en Turquie, sous la République turque. Eh bien, la décision de libération était tellement détaillée pour refuser tout usage en publication dans les livres, dans les journaux, dans les magasins de la langue turque, pour cause que cette langue était primitive et était incapable de nous nourrir en sagesse ou en connaissance. Voilà, un décret tribunal. J'avais cité à la lettre parce que je trouvais en l'état dans un journal, et je l'ai cité en donnant le jour, la date exacte du journal, mais effectivement, c'était tellement à côté de la chose, cette note en bas de page, mais
qui m'avait poussé à travailler, etc., etc., etc. J'ai supprimé dans l'état final et je n'ai pas donné mon article à celui qui commande l'article. Bien sûr, je n'ai touché aucun argent et j'ai donné gracieusement cet article à la revue Defter. Donc, Mehmet Rifat, pour moi, c'est esbarré, un sujet horrifique, très chaleureux en hospitalité, mais en envoyant à la cuisine sa femme, il m'a fait signe qu'il était éditeur et il était ainsi et non pas autrement. Donc, moi, je suis sorti immédiatement, à la fois du projet, à la fois de sa maison de Kuzguncuk, très chaleureusement accueillie, etc. Donc, retournons à l'exergue. Maintenant, en pensant cette citation de Derrida, de son article de la différence datant 1968, qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Il n'était pas un vieux philosophe, il était encore jeune à l'époque, mais à la date de 68, en faisant un article qui montre ses collaborations ou ses affinités intellectuelles, Gilles Deleuze, Lévinas, Freud, etc., Heidegger bien sûr, et en essayant d'aller au-delà de la différence ontologique de Heidegger, pourquoi il écrivait ceci. Maintenant, je vois clairement dans l'optique encore de Saint-Paul qu'il refusait une certaine ligne rouge maoïste qui était profondément influencée par la forme de la division imperceptible et même ineffectif mais spirituel de Saint-Paul. Je parle de mon livre rouge, très parisien. Alors, Derrida, sans citer ni Mao ni Saint-Paul, il disait, apparemment, c'est moi, aujourd'hui que j'en reçois l'appel, et moi, je suis un certain Saint-Paul qui ne fait pas une fois pour tout comme Jésus-Christ un changement radical dans l'ordre du monde, tout en laissant l'ordre du monde en tant que tel. Je divise toutes les divisions. C'est un peu couper en quatre, couper les cheveux en quatre, c'est pour expression en ce qui concerne quadrificum et couper les cheveux en quatre et donc être recherché dans les détails, etc. Mais c'était dans son livre. La date, je ne sais pas vous dire, mais la date de publication, c'était plus ultérieur. À la différence, je suppose, mais c'est pas sûr. C'est devrait dans la passion, bifurcation, donc quadrificum, c'est être, selon les expressions de Nalmulgur qui répétait une expression de Ortega y Gasset que Husserl, c'est-à-dire que faire maintenant dans cette, le chemin bifurqué. Il faut diviser le chemin. Encore, couper les cheveux en quatre, encore, c'est ça. Oblique, je ne sais pas là. Donc, c'était une sorte de réponse tant réitérée de la pensée ou geste de Saint-Paul. L'article de différence disait que la différence, c'est pas quelque chose décrété par division, mais non pas moi-même,
je en tant que tel, je humain, je transcendantal, ego transcendantal, comme vous voulez, c'est pas la même chose, mais je de Derrida voulait que je, en tant que tel, diviserais a fortiori et a priori toutes les divisions déjà données. C'est la fonction même du jeu. Je suis sûr que c'est ça le contexte maintenant en connexion avec son autre livre, n'est-ce pas, de Passion qui dit que dans une cérémonie religieuse, dans un rituel, tout participant à cette capacité de moi et donc cette capacité d'être en retrait, en sceptique, et tout en participant au moment cérémonial, il diviserait à l'intérieur de sa tête, de sa pensée, il ne serait pas tout à fait dans une catharsis, dans une Einfühlung. Donc, il serait dans ces abstractions, dans ces lignes qui se découpent, qui se recoupent. Voilà. Donc, si je ne me trompe pas, Derrida ne donne parfois des références, des explications d'en bas de page très abondantes. Cette fois-ci, non. Un silence sur la philosophie ou l'acte et les gestes de Saint Paul. Moi, c'est aujourd'hui clairement que je le conçois. Et je vous déclare. Autrement, ce travail comme gage promis de mon tendre âge, dès que j'ai eu connaissance de la poésie, surtout ce texte même de Mélisée de Tandai, concernant le rêve d'or. Alors, ces promesses est pourtant exaucées, réalisées, actualisées, publiées, dans le contexte que je vous ai relaté tout à l'heure. Donc, dans l'enregistrement d'hier, je continue à dire que j'avais une promesse, il faut que je le retienne. Il faut que je l'exauce. Ce vœu de moi-même, alors que c'est déjà fait. Je reconnais que la tâche est immense en ce qui concerne le texte même, et j'avais entamé une certaine analyse de citationnalité. Toutes les phrases importantes pour moi c'était déjà cité de ce texte même, et en plus, ça devait être, voilà, la date, je vous ai donné, 1994 ou 15. Et depuis, tous les travaux que je fais, qui tournent autour de ces premières signes, récurrences, occurrences, etc., c'est-à-dire le contenu même de ce film, c'est des enregistrements que j'avais fait hier uniquement, 26 août, aujourd'hui. J'en fais un film en ajoutant abondamment les photographes de ce texte de Mélisée de Tandai et sans entrer, bien sûr, dans l'analyse, parce que j'avais entamé dans le montage de film suivant, mot à mot, ce que j'ai enregistré de ma propre voix. Je me suis dit que là, ce problématique, je le reconnais, alors il faut que je me consulte dans cette crépuscule d'un livre. Le livre était là prêt, je n'ai pas trop cherché. Ce bouquin était
l'immortalité au-delà de Gilgamesh. Donc, j'étais de page en page émerveillé parce que j'avais déjà annoté et cité, travaillé, tout était déjà travaillé. Et le reste, c'est-à-dire tous mes intérêts concernant l'anthropologie, en passant par Rousseau, Lévi-Strauss et les autres. Il faut revenir, aucune vœu de cette taille ne peut pas être exposée ni par un seul article, ni par une seule vie humaine. Merci. Je me demande en fait, en exaucant tous mes vœux, toutes les promesses remplies. Alors, est-ce qu'il me reste encore du temps? Le temps qui reste, qui n'est pas le mien propre, mais effectivement, le temps pour moi n'a plus d'importance, ainsi que l'espace. Donc c'est encore approuvé par le texte même matriciel de Mélistive d'Étendaille, et qu'il se suspecte même des nombres du temps, de l'espace et des nombres. Et une certaine lueur de l'or, à l'image de l'or midi, la lumière du midi, en plus dérobée par un écran et réveil, c'est-à-dire un certain rétablissement de l'esprit avant que se rétablisse le rêve, et la veille lui fait tomber dans cette essentielle intégration concernant d'abord le mur, c'est-à-dire les points de démarcation, la différence entre le jour et la nuit, par exemple. Une veine héraclitien était éveillé en lui, si je comprends bien, et son propre dans ce volume. Effectivement, c'est l'organisation urbaine première dans le monde qu'on appellera Uruk. Et c'est maçonnerie. Le premier maçon du monde à Uruk, dans la ville d'Uruk. Donc, tout était déjà fini de le commencement. Et il précise que les murailles ne sont pas contre les ennemis, mais c'est contre les citoyens et les souverains. Dans son palais en or. Et il répète un avertissement concernant l'or. C'est maudit si on l'accumule comme une valeur c'est convertible à une valeur d'usage, et qu'il faut absolument réserver l'or comme l'ornement, luxe, l'ornement, comme des petites perles qu'on peut s'échanger, une perle pour une perle. C'est encore maudit par le Coran de s'échanger soi-disant les marchandises de la même espèce, au-delà de sa valeur symbolique. Effectivement,
si, si les enfants étaient nos ancêtres, comme disait littéralement nos ancêtres, et au niveau de la raison, logos, l'homme s'est trouvé tout fait, sans aucun effort. Logos était déjà là. Mais chez Héraclite, il dit que logos, effectivement, c'est quelque chose en fluctuant. Et c'est seulement chez l'homme corporel qui a une certaine interprétation, donc une division, subdivision, et disons, mais multipliée par son par sa qualité. Et, bien sûr, par le nombre. Et c'est extrêmement illusoire de se fier à ces rapports de proportion quantitatifs en ce qui concerne l'un. Pourquoi c'est illusoire? Parce que le chiffre nous trompait en ce qui concerne, je dis comme ça, l'essence des choses. Les chiffres divisent, subdivisent, multiplient, soustraient, et donc ça donne une impression d'une successivité, une addition, soustraction, une multiplication, division, donc une structure architectonique formalisable qu'on peut refaire, qu'on peut suppléer et continuer à les grandir comme édifice, comme un imbroglio finalement, tout à fait en mesure, en cadence, mais effectivement c'est son contraire, je dirais l'infini, jamais prononcer ce mot, l'infini, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans le nombre, c'est même antinombre ou un certain défi au nombre, l'infini, je dirais de l'ordre du feu et de fluctuation aquatique du logos, quand il s'agit de l'homme corporel, toujours enchaîné, comme dans une muraille, plus précisément ceinture d'une ville à protéger, qu'on protège contre l'ennemi, mais c'est plutôt une prise en otage de son propre intériorité et mise en gage. Et l'eau purifiée et par l'aide de ces, pour dire vite, les citoyens esclaves travaillant pour les valeurs du jour, et en se récompensant dans ses rêves fluctuants, incessants, et le matin redevenant un chiffre, un nombre, une petite esclave qui va faire son petit sigle sur la terre cuite, moulée ou à tailler avec une scalpe, avec une... oui. Et aucune apparition, pas encore. Quelqu'un qui va faire un récit total de l'histoire, du récit au sens de ornementé de fils à aiguille, qui ne serait pas de l'ordre d'une déclaration de la souveraineté de l'or et
de l'intérieur de la muraille, mais qui aura cette capacité de voir à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, qui va faire une aller-retour et qui n'obéit plus aux lois de la chronologie du temps ni de l'espace. Il y aura une certaine capacité de quitter. Cet écrivain, cet orthographe n'existe pas encore, mais de retrait intérieur, transcendentalement en retrait, dans un travail en besoin pécuniaire, dans une servitude bien sûr volontaire, ce retrait est déjà là, entre le rêve, entre le sommeil et le réveil. C'est le sommeil, effectivement, qui sauverait l'homme, pour ne pas dire racheter, la possibilité de racheter cette faible mouvement accéléré de la conscience qu'on peut interpréter comme inconscience, mais pas du tout. C'est simplement on s'oublie ou on refoule pendant le temps de travail qui revient comme mélodie, comme rythme, comme ornementation, et on en fait une signature consignée synchroniquement, donc dans un niveau qui renvoie à la fois à l'écriture, disons, hiéroglyphe du souverain, et pour en nier le côté sensible, à mon avis, pour en effacer pour la communication encore plus sourde et cryptée, qui deviendra à la fin l'alphabet, dit-on, phénicien. Alors, en voyant de l'autre côté, non pas du côté du producteur des murs de maçonnerie, mais des usagers d'une ville urbanisée comme Uruk. Imaginez les murs, en se réveillant, vous voyez le mur, le pan de mur, avec le reflet qui s'avance, et le soleil, vous ne le voyez pas, et vous ne voyez que les reflets, à partir des reflets que vous concluez, déduisez qu'il y a du temps qui passe, le soleil, grand astre extérieur, grand objet extérieur, phénoménologiquement, effectivement, séquestré dans une cellule d'une grande agglomération urbaine qu'on appelle Uruk. C'est la première fois dans le monde l'homme se sent en sécurité, mais séquestré, extrêmement surveillé. Il n'y a même pas besoin des rues ruelles, mais sous les murs de vos toits, il y a des gens qui passent, qui regardent, dont le reflet tombe sur vos murs et vous êtes en train de vous réveiller, vous trouvez un morceau d'or, n'est-ce pas, pour théâtraliser la chose. Et quelqu'un avait une pitié pour vous et jeter une petite pierre du roi de Uruk pour vous, pour que vous échangiez avec quoi? Avec les mérites et les récompenses et des grands cadres dans le palais. On ne sait pas. Mais cet éclair du temps, une brise d'esprit où c'est parce que vous vous logez dans cette ville, dans une cellule séquestrée complètement en liberté et tout en étant sujette de souveraineté
qui s'est retiré derrière les murailles et l'or et son effigie et toute la signification finale de son œuvre serait une grande mausolée en forme de tumulus. Je dirais une église éthiopienne à la mer pour protéger les enfants. Imaginons, c'est comme un bunker qui, contre une pluie de météores interstellaires. C'est parce quoi qu'un souverain ne dort jamais tranquille et il y aurait toujours des attentats des autres souverains. Et la fiscalité, c'est-à-dire le droit de passage d'un mur à une autre, les portes, il faut payer en passant tous les portes, n'est-ce pas? C'est l'essence même de l'architecture, c'est l'essence même de décoration intérieure qui est arbitraire, des besoins que vous forcera à dire que oui, c'est moi qui a engendré ce fils, cette fille. Et pourquoi êtes venu ici pour demander en mariage ma fille? Voilà, ce genre de phrases proférées, vous atteste que vous avez déjà 30 ans et prête à devenir un grand père. C'est ça, Héraclite, littéralement cité. Encore un commun procédé. Je me disais qu'il ne faut pas procéder, il faut commencer, il faut recommencer, il faut se laisser aller ou bien choisir un thème, variation, en faire une évaluation d'éthique, ce qui revient toujours au même finalement, non pas un symposium, mais une cacophonie, que j'appelle apothéose, ou pour rester plus modeste, crescendo. Alors il y a sûrement des autres termes musicaux, pour dire dans la jazz surtout, ce qu'on appelle fusion, mais à un moment donné, on prend une air connue dans la jazz, on joue ensemble, et bien, à un moment donné, chacun des instrumentalistes faisant ses solos, et on passe à un autre registre et on invente, c'est ça, improvisation, apparemment, dans la jazz, on invente une style, voilà. C'est ça aussi une communauté minus inacceptable. C'est acceptable, mais inexpectable, inattendu, disons, et tout le monde, c'est-à-dire les gens, les amateurs et auditeurs de jazz, attendent justement ce moment inattendu, là où il y aura une, entre guillemets, crescendo dans le jazz, c'est-à-dire une improvisation, sur une aire plus ou moins connue et présentée dans le chapitre précédent, et il y aura un ensemble qui se fait finalement la musique. Là, tout le monde connaît, à mon avis, tous les amateurs de jazz aiment le jazz parce qu'il y a des choses, c'est-à-dire une musique sans notation,
mais basé sur les airs et des rythmes reconnaissables, reconnus. Voilà, j'espère que je ne descendrai pas jusqu'à la Jamaïque, jusqu'à les champs de coton des Noirs travailleurs, descendre encore plus bas dans le travail collectif expliqué par le marxisme de manière extraordinairement, à mon avis, poétique. La science devient la poésie avec une vue de matérialisme dialectique, n'est-ce pas, qui nous explique pendant notre prime jeunesse, dans les livres que nous lisions, que le travail avait un sens sacré, le travail collectif, donc communauté. Ce pourquoi il y a une communauté, c'est-à-dire une certaine collaboration dans les besoins. On pense bien sûr toujours la chant, non pas un tableau de Millet dans la sonnerie de Angelus, mais dans le chant où on passe toute la journée et on enfante et on allaite les enfants, les bébés, et on couche, et on mange, on somme non pas petit déjeuner sur l'herbe de fête galante, mais l'essence des choses, de l'homme laborieux. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il était le temps. Parce que j'ai relu et j'ai transcrit en français l'un de mes premiers poèmes en prose, cette fois-ci s'appelle intitulé mes amours d'adolescent. Et pour justement, c'est pas pour me dévoiler, pas du tout, pour justement montrer dans cette discussion précédente sur le hexis apparemment usé par Héraclite, mais c'est le concept travaillé d'Aristote, et pour expliciter ce que je comprenais et ce que je comprends encore plus aujourd'hui, mais je n'arrivais pas tout à fait exprimer hexis, qui est profondément quelque chose à voir, je disais, d'une part avec la philosophie hegelienne et d'autre part de l'essence de la philosophie de Karl Marx qui se passait dans mon vie. Ce matin, j'ai enregistré, j'ai traduit d'une manière automatique et corrigée ma poésie, et j'étais très content à peu près, c'est-à-dire l'essence de ce que je voulais dire était traduisible, malgré moi, donc quelques règlements dans ces deux concepts un peu mitigeux pour soi, en soi, etc. Donc, ma traductrice automatique a très bien compris mon texte en turc et traduit en français. Et j'ai enregistré la sonorité et j'étais fatigué, transpiré. Mais l'essence, c'est-à-dire non pas un touquet, un hasard. Donc, j'ai presque vu dans mon rêve éveillé que ce que je voulais dire avait de précédence dans mon corpus, et j'ai trouvé, cette fois-ci non pas dans mon archive électronique, d'abord dans l'archive des manuscrits, etc. Ça va être publié, j'espère, par ma voix, non pas par les autres approbations. Ce qui est important, je disais, tout est rencontre avec soi-même. C'est étonnant, surprenant,
à la fois rassurant, parce que je dis toujours depuis 1981, et maintenant l'année 2025, je dis toujours la même chose avec les autres morts. Je m'économise, c'est ça l'essence de mon propos. Et que j'étais à l'époque marxiste, je cogitais d'une manière non pas féministique, avec des termes de matérialisme dialectique. Je me réjouissais d'une manière étrange chez soi, c'est-à-dire chez moi, toujours aliéné, donc distance comme un observateur martien, mais dans le sens des choses, grâce à cette distance, j'étais plus près de la proximité des choses, et surtout dans ce point-ci, qu'il ne s'agit rien d'amour, presque pas. J'ai bien expliqué que ça peut s'étaler vers tout le, disons, graduation, éventail de passion. Mais dans ce point-ci, le mot amour, ce n'est qu'une métaphore, à mon avis, soit impropre, soit propre, et que je racontais peu, non, ni filière, ni charité. Attendez. Là où j'étais interrompu, je disais qu'il ne s'agit pas d'un amour, mais une appellation propre ou impropre, une certaine métonomisation dans ma poésie en prose, et qui a un rapport avec la passion, dans une panoplie de passions, dans un éventail de passions qui comprend bien sûr envie, jalousie, concurrence, etc. Là, j'avais traité le sujet un peu en parlant des décalogues, surtout pensant à cette duplicité comme un miroir clair entre l'envie et jalousie, et d'où découle la concurrence et tous les conflits peut-être. Je ne vais pas parler de pitié qui est encore trop proche de la charité. Et philia, effectivement, ça donc, ça demande plein de choses. Quoi? L'amour passionnel qui est exclu dans la poésie et qui, dans cette poésie-là. Alors, soyons clairs et revenons au journalisme philosophique ou philosophe-peintre. J'ai fait deux dessins aujourd'hui. L'un est très classique, un buste, un portrait peut-être d'un chef militaire, un certain Alexandre, qui sera grande, ou un souverain, ou une petite féodale, un prince. Donc toujours dans le contexte de ce diagramme de souveraineté pris par les courtisans. Donc je n'étais pas très content parce que auparavant j'avais fait des portraits encore plus brillants, mais avec les moyens, avec les moyens de la saison, c'est-à-dire avec les grains sous ma main, j'ai produit ceci, tout en essayant d'être cohérent dans les séries, c'est-à-dire souveraineté. Après, pour l'occasion, après ma lecture de ce roman de Gisèle, Mahberi Hatoun, les Selçukid d'Anatolie, là, mon portrait, il ne s'agit pas sûrement de Alaaddin
quelques pattes, mais pourquoi pas. C'est plutôt romain hellénisante, figure, mais toujours dans un air de palais, c'est-à-dire... mais il faut commencer par pourquoi j'ai eu cette idée de sérialité. Elle était déjà en cours, mais j'ai trouvé un saccage. Ce matin, là où je me trouvais, je viens souvent pour ramasser mes esprits, on coupait les arbres, les pines centenaires. Mais il y en a au moins 3 pines centenaires découpées avant mon arrivée. Et j'étais dans le lieu de crime. Je me suis promené un peu, avec un peu retenue, parce que les criminels étaient encore sur le champ. Les ouvriers de mairie, les responsables secondaires de ce lieu-là qui n'appartient pas à la mairie, etc. Donc j'étais en poursuite, justement, non pas de l'amour, mais de cette bois sentant d'épines. Ça sentait partout. Un bois, une pine coupée fraîchement, ça sent très fort. J'ai trouvé justement une petite taille, une profil très mince, presque transparent, embaumé de parfums de pine, et j'ai mis dans mon sac. Comme j'étais dans une lieu d'un crime perpétuel, j'étais quelqu'un qui ramasse où les pièces à conviction. Là, j'ai osé photographier, non pas ensemble, non pas les visages des coupables, mais quelques bois. Un monsieur m'a rapproché en disant qu'est-ce qu'il... Il m'a demandé ce que j'ai fait, et j'ai dit que je vois les écritures coraniques dans le profil coupé de ce grand arbre, et j'ai photographié, et il a fait l'air de ne rien comprendre. C'est vrai que j'avais vu quelques hiéroglyphes, mais je n'ai pas eu le temps et la liberté et le loisir de les observer, de les examiner de très près, parce que le lieu était quand même sale, le lieu du crime. Alors, je me suis sauvé et j'ai pris un petit profil sans tambour, de l'imbiber de l'alcool et obtenir une eau de Cologne à parfum de pine. Alors, je me suis déplacé, j'ai trouvé mon endroit tranquille pour commencer à peindre, bien sûr, sur cet arbre que j'ai remarqué en prenant mes esprits qu'il s'agissait d'un profil d'un Hittite, d'un roi de Urartu, un Mésopotamien, un Babylien, pourquoi pas une figure de Coribande, un guerrier en groupe. Et je suis tombé une deuxième fois amoureux de ce morceau de bois. J'aime non pas seulement les plantes vivantes, mais le bois aussi. Et j'ai décalqué. Mon premier dessin, c'est une décalque pris sur le papier de ce morceau de bois. Ensuite, j'ai photographié et le bois et mon dessin. Vous allez voir mon dessin à peu près réussi, qui représenterait, voilà, une peinture représentative.
un milieu de palais pour le souverain. Il y a des danseurs, des saltimbanques, et il y a une certaine mère reine en dessous, derrière la tête du souverain ou prince, qui manigance les choses pour que son fils devienne le roi ou qui perpétue dans les divertissements avec les courtisans, avec les danseurs, parce que le prince regarde aux danseurs, aux danseuses, alors que derrière lui, derrière sa tête, on fornique. Voilà une tragédie, très bien connue en Occident. Deuxième dessin, comme je n'étais pas très satisfait de ce premier dessin, mais dans l'ensemble, je suis satisfait parce qu'il s'agit qu'un quoi, voilà, une décalque d'une profil d'une découpé d'un bois que j'ai amélioré, augmenté la réalité avec mon dessin, avec les végétaux. Deuxième dessin, c'était encore en rapport avec ma lecture ou bien le découvert depuis d'un texte que j'avais lu sous Miroir clair, Dogen, snobisme esthétique japonais, inextricable explication sur le miroir clair que j'avais lu une première fois dans le livre de Jean-François Lyotard à propos de sûrement Marcel Duchamp, transformateur du chant, qu'il était très difficile à comprendre. Et le texte même, donc c'était écrit sûrement par un japonais ou chinois, surtout japonais, qui est en français, mais qui est très difficile à comprendre, et qui n'entre pas dans le discours discursif. Et le sujet principal, avec plein de citations des classiques, de philosophie taoïste, etc., c'est faire cette définition de miroir clair à la différence de miroir ancien. Mais il n'y a pas une différence nette. D'après ce que je comprends, en fait, il y a une essence mythique d'un des fils de souverain, etc. Là, miroir apparaît, miroir déesse, miroir tout, mais incompatible. Mais il y a un miroir ancien, sur lequel tout le monde est d'accord. Moi, j'interprète le miroir ancien, c'est tout ce qui est hérité dans cette culture, par les précédents, par ses ancêtres, et qui est visible, ne serait-ce que sous les estampes japonais, et dans les écritures, dans les poésies, haïku et dans les calligraphies. Miroir ancien, protégé et transmis par voie d'éducation aux nouvelles générations, mais le philosophe que j'ai lu très tôt ce matin, il paraît qu'il y a un miroir clair qui n'est pas opposé au miroir ancien, mais qui n'a pas le même. Et un miroir clair serait presque une absence de miroir, non pas seulement de miroir ancien, mais tout miroir. Et je comprends à peu près qu'il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas d'estampe, ni haïku. D'un miroir clair, alors qu'on est dans l'absence
de miroir, c'est-à-dire d'une représentation picturale. Il y aura encore miroir là où il n'y a pas de miroir. Vous voyez, une transcendantale esthétique racontée à la japonaise. Bref, je ne suis pas sûr que j'ai bien compris, mais c'est à peu près dans cette sophistique extraordinairement difficile, qui n'est pas très ressemblant aux sophistiques à la grecque, et donc occidentale. J'ai commencé, j'ai essayé une deuxième peinture qui sera à l'opposé de la première, qui est trop représentative, donc toujours manigance des courtisans et un roi près oedipien ou oedipal, etc. Inconsciemment ou consciemment, je peux encore l'une de mes séries, encore une scène de souveraineté, même on peut dire la scène, ou on peut appeler, comme j'appelle le plus souvent, c'était quoi? Le chevet. Le chevet. Le chevet. Mais, vous allez voir, c'est difficile à raconter parce qu'il y a un aspect visible, à la fois une calligraphie. J'essaie d'être volontairement japonais, tant que je comprends quelque chose de cette culture assez fermée. Mais tel que j'ai vu dans le livre de Lyotard, que peindre, donc Gauguin, il faisait partie des peintres dont il parlait, et avec une certaine taoïsme que je connais quand même, c'est un deuxième dessin, tout simplement, c'est ça qu'il fallait dire au départ. Et ça n'a pas peut-être directement avec ce que je comprendais existe d'une culture, d'une habitus, d'une civilisation. Là, dans ce discours, il manque quelque chose que je vais trouver. Peut-être pour faire justement charnière entre deux discussions de hexis, habitus, civilisation. Voilà, j'avais déjà parlé d'une certaine contamination, d'une série noire qui viendrait de cette citadelle imprenable, d'une certaine Hassan Sabbah vers le palais de Kubat Abad au XIIIe siècle, à Konya, en pleine Selçukide, en pleine invasion mongole, etc. Là, d'abord, fragilité de la figure du souverain, de sa famille, de sa mère et de son père, et chez les musulmans, les choses se compliquent encore plus, comme la Bible et l'Ancien Testament, parce qu'il n'y a pas une seule femme, deuxième femme et deuxième possibilité de génération. Donc, souveraineté, ça se fait, la guerre et le conflit de souveraineté, ça se fait entre les femmes. C'était qui Mehpare Sultan Hatun, et l'autre qui viendra, l'autre femme, deuxième femme, viendra de Emévite, Umayyad peut-être, Gassier, Madame Gassier, et ses deux fils. Oui, hein. Deuxième peinture renvoie un peu à cette histoire qu'on ne compte pas peut-être clairement dans la culture japonaise, de cette concurrence passionnelle, jalousie, envie, crime passionnel, des palais de courtisans avec la
l'intermédiaire de reine, mère et pauvre à latine et pauvre latine, etc. Vous voyez? Deuxième, c'était plus épique. Et à mon avis, c'est pas pré-socratique mon dessin cette fois-ci. Pré-héraclitien. Hein? Parce que c'est difficile à dire, parce que pré-héraclitien, je pense les époques de Mycène de la Grèce, donc avant de devenir athénien et démocrate, soi-disant. Et là, l'or est Midas. Parce que notre sujet, à partir de Héraclite, c'était le feu. Tout s'échange avec le feu et tout s'échange avec l'or. Et quand on dit l'or, c'est Midas et c'est Mycène anatolien. Donc, pré-gracchite. Là, l'or est échangeable, est substituable, est mangeable, est buvable. C'est ça, devenir pré-héraclitien et voir le magma dans les miroirs clairs. Oui, hein? C'est horrible ce que j'ai dit. Alors, un jour, j'étais sorti de ma maison et j'étais allé sans un but précis, mais pour sortir des murailles de Constantinople. Là, ce jour-là, après une petite négoce de recherche avec le colporteur comme thème principal d'aujourd'hui, avec les chauffeurs de bus pour sortir, pour partir. Et là, j'étais tout à coup, au bout de 2 heures, à Karamürsel. Là, j'ai filmé des choses et puis j'ai fait un film qui s'intitule, tant que je me souviens, Métonomisation. Là, j'ai repris, non pas le thème, parce que je n'ai même pas revu récemment ce film. Peut-être que le titre est autre chose. Mais métonomie y est pensé à Karamürsel d'une manière intense sous un soleil d'hiver comme d'aujourd'hui, enfin, après une semaine d'intempéries, de neige dans lesquelles j'ai essayé de peindre, et j'ai arrêté même depuis 2 jours au moins peindre, et je suis tombé dans les méandres, dans le labyrinthe de maisons extrêmement anciens que, sans savoir, à mon insu, je répète, non pas le même discours, mais je refais les films, etc. Dans l'exemple, muraille et l'or, le raideur qui daterait peut-être du mois d'août de 2024, mais il y aura des antécédents, ne serait-ce que dans sa connexion avec Athéna Scriptum. Maintenant, je pensais aussi, ce matin très tôt, en fait, les enfants d'Athènes, Athéna. Est-ce qu'il s'agit de nous encore, de ceux qui vivent en droiture, en liberté dans une cité, les murailles? J'ai écouté cet enregistrement que j'ai fait comme promesse sur les murs de Uruk, soi-disant première ville avec les murs dans le monde.
Uruk. Et j'ai continué mon rêve, achèvement de mon travail sur le rêve d'or, finalement en me réveillant d'un siesta de militaire de Tendai. Là, j'imaginais des ombres tomber sur le mur, sur les murailles, sur les petites maisons, des enclaves, des cellules, entassement des cellules qui feraient une ville. C'est ça. Et les enfants non athéniens aussi, ils ont essayé des choses. Et dans mon rêverie, j'allais plus loin. Et j'allais en toute vitesse à cette pièce d'or, un volet de la trésorerie de Noura, et j'étais comme une lueur dans une fossée de l'une des cellules qu'on appelle la ville d'Uruk. Et c'est ça limite, penser sur la grande limitrophe, des limitations, pourquoi pas sur l'horizon aristotélicien, les lignes, le dedans, l'extérieur, intérieur, extérieur, les ruelles, s'il y en a. On connaît la voie de l'Ikea, mais c'est extraordinaire. La route plutôt, n'est-ce pas, de soie, la route d'épices, là, de grande route, grand trajet, grande carence. Là, je pense que n'est-ce pas. J'ai lu aussi, non pas les enfants d'Athéna ce matin, mais plutôt la sorcellerie et la politique en Afrique, surtout Libéria, Côte d'Ivoire, sans descendre jusqu'à Mali, qui sera la source de mon roman médiéval, si je dirais, n'est-ce pas, l'histoire de substance, pour ne pas dire là. Alors, là, il y a des autres livres sur l'Afrique, sur la philosophie et la conception de philosophie pharaonien chez Harmattan, un des auteurs que je n'ai pas encore lu et que j'ai aperçu ce matin. Et en cherchant toujours le nom propre d'Alexandre, mon ami Naomi, c'est impossible de le trouver, mais je tombe toujours sur le livre de Peter Greicher, qui discute le problème de cette proximité de la philosophie, non pas philosophie, mais la vie politique, sociale, dans l'ombre, interdiction de sorcellerie, un refoulement qui revient sans cesse, d'où mon mot, à mon avis, comme métonymie colporteur des paroles calomniées ou calamités dans le socius même, n'est-ce pas? Voilà. Le vif du sujet, on s'en tombait entre la distinction de logos et doxa, doxique, icône, idole. Toutes ces idoles, même au sens de Bacon, n'est-ce pas, les idoles d'Agora, que ajouter de plus, pour rien. Rester suspendu.
attendre la venue de printemps pour des discours paisibles qui me réorientera sûrement soit dans cette impasse impossible je dirais l'année 2020, Zozo, que je relatais avec une impossible. Voilà, c'est le moment de citer un vers de İzzet Yaşar. Bitişemiyorum, senle bitiyorum. Je n'arrive pas à me rattraper et je me consume. Je n'arrive pas, je n'arrive pas à t'attraper. Et dans cette affliction, dans cette différence, dans cet effort, je me consume. Bitişemiyor, seninle bitiyorum. C'est plutôt plus correct citation. Bon. Le feu, consommation, et non pas consommation, ni consommateur, ni consommatrice. On se consume. Hein? Tout d'un coup, une lueur, un sigle, un signe, non pas total, non pas adoré, mais on essaie de rattraper et trouver ce qui réside comme métononyme. Pourquoi c'est important? Est-ce que j'ai bien rajeuni, rafraîchi le lexique ou les concepts philosophiques? Par exemple, le mot de revirement était proposé justement pour interpréter, comme l'interprète de unité de contraire dont on ne comprend rien, alors que c'est une sagesse millénaire, 2 fois, 3 fois millénaire. Retour, ou bien unité de contraire, ce qui revient au même, c'est catastrophique. Vous voyez, le temps chronos et diachronie qui se fixe, qui se bouge, qui se... comment on dit, voilà, système de maladie nerveuse, une maladie du système nerveux qu'on appellerait, non pas syncope du discours que je viens de ne pas encore dépasser, parce qu'il y a une très jolie fille qui joue avec son frère, les yeux aux yeux, je suis suspendu. Voilà, disons syncope ou paralysie, voilà, paralysation d'un temps dans une simultanéité, pour ne pas dire qui ne bouge plus, qu'on revient toujours à l'éternel retour, avec toutes ces diversités d'interprétations. Et je tombe pour mieux expliquer, pour me taire dans une sciatique, comme disait Agamben, dans le langage de la mort, dans le silence, là où la parole, logos, discursivité s'arrête. Même la poésie, au-delà d'une
ça éclama le mot turc que je ne trouve pas actuellement précisément le mot français. Au lieu de dire crescendo syncope de discours, c'est déjà bien. Ventrologie, pancite, quelqu'un qui parle malgré vous de votre intérieur, si on peut dire de votre fort intérieur, fort, c'est un préfixe en allemand, d'abord, je suppose. Le très intérieur dans le miroir du psyché qui parlerait même dans le sens le plus bas de paloter, papoter. On palote ensemble, on papote, j'ai entendu dans le langage parisien. Et pourquoi pas logorée au sens de James Joyce, n'est-ce pas, interminable. D'où vient Work in Progress, une parole qui ne se termine. C'est ça. Et malgré quoi, je trouve que le nom de ceci, comme concept, un nom le fait résistance à des obstacles, à des scandalons, à des scansions et des refoulements justement de l'ordre de l'extérieur et de l'intérieur, toujours à se débattre des limites. Grandes, les murs, murailles, une certaine lueur d'or. Alors on est calciné comme à Pompéi. Merci bien de m'avoir écouté. Pompéi. Donc un pas douce qui passe avant d'être pétrifié. Une jeune fille, un profil, une statue, un moule pour faire des statues. Infiniment reproductible, figé, les yeux, tout moment. Qui est bien sûr le roman de Harold Jensen, dans leurs rêves, illusion de Freud. Freudianisé maintenant. Une fois on a sorti de la substance en tant que feu, là où tout revient en même, tout est interchangeable avec le feu, et non pas l'or. On tombe dans le magma qui ne respecte plus la différence de genre, ni de sexe, ni de littéraire, ni de discipline, ni même un certain protocole d'intertextualité. Là, la philosophie africaine nous sauvera, on ne sait pas, au-delà de ces accessoires de mobilité comme qualifiés et de prétextes politiques d'une praxis, n'est-ce pas, que j'ai bien travaillé quand même, descendu jusqu'à la main d'Alexandre. Tout en restant dans une imagerie de
artefact que je disais à la fin d'un discours, simulacrum, enfin élucidé. À quoi sert? À beaucoup de choses. Mnémotechnique, grands interdit, blocage, scandale, arrêt, barrage, renforcement en tant que structure structurante. Et là, je n'ai même pas parlé encore de tous ces états de noisis, noème. Nous poétisons et nous théorétiques. Quelle est la différence d'Aristote dès qu'il parlait de poétique au sens de faire quelque chose de pragmatique, manœuvrer, produire des pensées, mais encore sensibles. Nous, noesus noesios, qui serait une pensée pensante, qui penserait seulement, j'ai pas pensé, repenser, interminablement, et sans pouvoir réduire ces traces résidus de poétique, c'est-à-dire la main, encore. Si vous voulez, Greifen, Begriff, concept qui, dont l'exergue serait effacé selon Hegel, repris par Marx, bien sûr, pour comprendre de quoi s'agit-il. Le capitalisme en tant qu'une métaphysique, soit blanche, soit grise, soit grise. Ah oui, j'ai vu le livre de Michel Dorfay, Métaphysique en toutes ses couleurs. Après, bien sûr, notre grand érudit, Jean-Luc Marion, toutes les couleurs sont permis maintenant dans le spectre. Ces amours d'adolescence. Un jour, des années plus tard, alors que vous passeriez devant cet endroit pour l'énième fois après un promenade puéril, vous réaliseriez que cette petite pente où vous poursuiviez vos amours d'adolescence, cet endroit-là a été construit juste en fonction de la taille de vos amours. On se rend compte vite quand on reconnaît une affiche au mur, une boutique mémé nouvellement ouverte, les gens établis en alibi qu'on croise à plusieurs reprises. Tout en créant votre dimension subjective, qui fait que aussi ils se furent déjà ainsi constitués. Et quand vous vous rendiez compte que ce qui les avait fait exister pour vous s'était déjà formé lors de ces après-midi endimanchés de votre adolescence. Et que ces murs furent en réalité construits des incessantes ruées de ces gens sédentaires les uns pour les autres dans votre petit enfer. Même ceux qui y passèrent par là fugitivement eussent à créer ces murs des voies royales, peut-être plus que des autres, c'est parce qu'ils ne passaient pas par là, comme tels. Peut-être qu'ils auraient dû à se précipiter vers une tuerie les uns les autres. Et ces autres aussi furent entiers en eux-mêmes, vous entraînant dans leur monde modique qu'ils auront construit à leur manière, avec cette intégrité si gaie et si ferme, toujours à se guetter. Tandis que vous voudriez en apprendre à connaître l'un, en entrant dans leurs petits mondes intérieurs, en fait, vous n'y rechercherez que votre maudit sort. Pendant que vous chercheriez votre place dans cette ville, d'autres anges se révéleront à vous dans toute leur splendeur et leur tristesse. Et ils vous diront ce que vous voudriez réellement faire, même si ces anges furent déjà pétrifiés depuis longtemps, et coincés entre ces murs médiévaux, lugubres et pestiférés.